Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons par les clés de l'IMO. Nous nous intéresserons au niveau des prix en matière d'immobilier parisien, des prix qui continuent à baisser lentement mais sûrement. C'est en tout cas ce que révèle une étude menée par Meilleurs Agents. Nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Thomas Lefebvre, directeur scientifique chez Meilleurs Agents. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux marchés obligataires. Cela n'a pas échappé à ceux qui investissent sur les marchés actions. Les taux obligataires d'obligations d'État sont souvent des révélateurs du niveau de stress ou d'incertitude des investisseurs donc sur les marchés actions. On va tenter de comprendre dans un instant comment fonctionnent ces marchés obligataires, comment est-ce qu'ils fonctionnent lorsqu'on veut y investir, mais aussi comment comprendre des hausses ou des baisses de taux de rendement, que ce soit le taux à 10 ans aux États-Unis, l'inversion de la courbe des taux dont on a entendu parler depuis quelques mois, ou évidemment l'OAT à 10 ans en France. Dans un instant, Timothée Pubelier, spécialiste des marchés obligataires chez Financière de la Cité, sera sur le plateau de Smart Patrimoine pour décrypter cela avec nous. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons nous intéresser au marché immobilier parisien, un marché immobilier qui voit ses prix baisser légèrement depuis plusieurs mois. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Thomas Lefebvre, directeur scientifique chez Meilleurs Agents. Bonjour Thomas Lefebvre. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors vous avez mené une étude qui s'appelle « Un printemps de l'immobilier qui s'annonce mitigé » et vous constatez que contrairement au marché immobilier français dans son ensemble, où on est toujours sur une progression des prix, une progression qui s'est accentuée d'ailleurs avec la pandémie, le marché immobilier parisien, lui, ne progresse plus et recule légèrement toujours. Exactement, on a globalement en France, en ce moment, en ce début d'année 2022, un marché de l'immobilier qui reste dynamique. Mais Paris qui se détache, et cette fois Paris qui se détache, c'est pas comme d'habitude. Oui, c'est ça, c'est pas à la hausse, c'est à la baisse. C'est pas à la hausse, et on a des prix parisiens qui baissent, qui continuent de baisser. On a le plus haut du marché parisien qui est en juillet 2020. Juillet 2020, d'accord. Où les prix étaient aux alentours de 10 600, 10 700 euros du mètre carré. Et depuis, les prix ont baissé de 4%. Environ, pour arriver aujourd'hui à 10 200, 10 250 en moyenne dans Paris. D'accord. Et ça s'explique vraiment par ce que les Français, ce que les Parisiens ont vécu pendant le confinement, un certain désamour du coup à la suite pour Paris. D'accord. Et donc ça se ressent dans les prix de l'immobilier. Donc c'est parce qu'il y a moins de demandes, parce que ceux qui avant voulaient absolument acheter à Paris, finalement regardent ailleurs, on est sur de la recherche de confort ou une nécessité aussi de quitter Paris ? À la suite des différents confinements, on a vraiment cette recherche de confort, d'espace, d'être plus proche de la nature, mais aussi de pouvoir d'achat. Paris représente quand même en fait l'inverse de tout ça. Bien sûr. Avec des prix d'immobilier qui étaient presque proches des 11 000 euros du mètre carré avant la pandémie, avant les confinements successifs. Et donc effectivement, les Parisiens, les ménages parisiens ont commencé à regarder un peu plus loin. C'est pas un phénomène qui est nouveau, mais ça s'est accentué avec la pandémie et encore une fois ce qu'on a vécu finalement en étant enfermé chez soi. Parce qu'effectivement, on lit dans l'étude que, alors vous parlez du seuil des 11 000 euros, alors il était en passe d'être atteint un petit peu partout dans la capitale, là on redescend vers les 10 000 euros et donc 10 000 euros du mètre carré au sein de Paris, donc Paris intramuros, et on aurait du mal en fait à dépasser ce seuil psychologique dans un marché qui baisse. Alors après j'imagine que ça dépend des quartiers, mais globalement ça devient le seuil psychologique aujourd'hui quand on cherche un appartement ou une maison, mais c'est quand même plutôt des appartements à Paris. Le seuil de 10 000 euros a été assez vite accepté par l'ensemble des propriétaires. Ouais. Quand on l'a franchi, c'était dans les années, je crois, 2018, si ma mémoire est bonne, ou 2019. C'est vrai que repasser en dessous de cette barre des 10 000 euros en moyenne dans Paris, ça serait un sacré signal sur le marché. On n'est pas encore là. On est certes sur une lente décrue, rien que sur le mois de mars, les prix ont baissé de 0,5%. Donc
on y converge. Après, je ne crois pas non plus à une dégringolade des prix à Paris qui nous emmènerait bien en deçà. D'accord, bien sûr. Mais c'est vrai que psychologiquement, on a toujours cette barre des 10 000 euros quand on regarde, quand on achète un appartement ou quand on cherche à vendre. Est-ce qu'on est en dessous, est-ce qu'on est au-dessus? C'est effectivement une certaine limite psychologique. Est-ce que c'est valable pour tous les biens? Parce que là, effectivement, on a parlé de ceux qui, par exemple, quittent Paris pour avoir accès à un espace vert ou avoir accès à des surfaces un petit peu plus grandes. Est-ce que, du coup, ces surfaces rares mais existantes dans la capitale française, qui ont accès à un extérieur ou à des surfaces plus grandes, voient elles aussi leur prix diminuer? Ou disons, est-ce que c'est le lieu Paris qui diminue ou est-ce que c'est la typologie de biens qu'on peut y trouver qui tire les prix vers le bas? Alors, on a déjà dans Paris des différences qui sont très fortes, déjà en termes de prix de l'immobilier. On parle de 10 000 euros en moyenne, mais on va aller de presque 16 000 euros pour les quartiers les plus huppés de la capitale. On parle de Saint-Germain-des-Prés, on parle d'Odéon, on parle de certains quartiers du 7e arrondissement, à des prix qui sont inférieurs à 7 000 euros du mètre carré. Et là, on parle plus des quartiers plutôt nord, vers Porte de la Chapelle, quelques quartiers dans le 18e, etc. Donc, parmi tout ça, en fait, on a quand même une baisse qui est générale. D'accord. On n'a pas des quartiers qui baissent vraiment drastiquement plus que l'ensemble de la capitale. On aurait pu se dire que les quartiers plus élevés baissaient plus parce qu'il y aurait eu une bulle. Non, c'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. D'accord. Ce qui n'est pas le cas. Il y a quelques différences, mais c'est pas extrêmement significatif. Par exemple, le 3e qui baisse un peu plus, le 9e aussi qui baisse un peu plus, mais ce n'est pas des différences qui sont extrêmement significatives. Ce qui est vraiment significatif, c'est les différences en termes de type de bien. Ça, c'est intéressant parce que c'est aussi une nouveauté. On a les petites surfaces qui baissent plus que les grandes surfaces. Et donc, habituellement, les petites surfaces, c'est le plus recherché. C'est les studios et les 2 pièces, c'est ce qui est le plus recherché, le plus liquide, et ce qui va toucher le plus d'acquéreurs, à la fois aussi d'investisseurs. Et donc, ce qui laisse suggérer quand même que ce type d'acteurs, ce type de ménages en fait, qui sont du coup les moins aisés, vont du coup rechercher ailleurs. Vont rechercher du pouvoir d'achat un peu plus loin, encore une fois, en petite et grande banlieue. On a aussi des biens avec des travaux, et notamment en fait, les passoires énergétiques dont on a beaucoup parlé, qui se vendent moins, avec des décotes qui sont plus importantes et des délais de vente aussi qui sont plus importants. Donc le sujet du DPE, effectivement, qui est un sujet régulier, avec ces interdictions de location à venir selon les lettres que l'on peut avoir sur son DPE, que ce soit G, F ou E, là devient, j'ai envie de dire, plus qu'un argument de négociation, un argument de baisse de demande finalement sur ce type de biens. Avec tout ce qu'on a entendu parler effectivement avec la loi climat, l'interdiction de louer les passoires énergétiques, avec le fait que les loyers étaient gelés pour les passoires énergétiques, on a effectivement une baisse de demande assez forte. Et aussi finalement pour ceux qui restent intéressés par ces biens-là, qui sont motivés à l'idée de faire ces travaux de rénovation, un élément de négociation qui est évidemment plus important. Et on se souvient du débat de l'entre-deux tours de la présidentielle où la question a été posée aux 2 candidats et notamment donc à Emmanuel Macron qui a été élu hier, qui rappelait qu'il voulait accélérer sur le logement justement lors de son prochain mandat. Donc ça ne devrait pas s'améliorer finalement cette situation des DPEG. Alors c'est des suppositions pour le moment, mais effectivement c'est à prendre en compte quand on est investisseur. Et justement, j'ai envie de vous poser la question. On achète un appartement ou une maison à Paris pour y habiter, mais aussi parfois pour réaliser des investissements. Quand on voit qu'on a perdu 4% sur le prix d'un logement depuis le début de l'année. Est-ce qu'en tant qu'investisseur, enfin depuis le plus haut, pardon, lorsque le marché parisien était au plus haut, est-ce qu'on se dit qu'il faut aller investir ailleurs et quitter la capitale pour des investissements? En fait, tout va dépendre du type d'investissement qu'on a envie de faire. La pierre parisienne reste une valeur sûre, dans le sens où on n'achète pas de l'immobilier pour rester 6 mois, 1 an. C'est de l'investissement sur du temps long, sur 10 ans, sur 15 ans. Acheter en tant qu'investisseur à Paris, c'est l'assurance aussi de louer son bien, de limiter sa vacance locative. En ces temps aussi, mine de rien, d'inflation, on est à 4-5% d'inflation en France là, sur l'année 2022. On peut aujourd'hui encore emprunter à 1,3%, 1,4%, même si les taux ont remonté. On a du coup à la fin les taux réels qui sont négatifs. Bien sûr, oui. L'immobilier reste, la pierre va rester une barrière contre cette inflation, un moyen de se protéger. Et donc en ces temps-là, la pierre parisienne apparaît comme étant une bonne option pour des investisseurs, en tout cas sur les prochaines années. Mais c'est vrai que quand on est investisseur, on peut se poser la question de savoir, parce que d'ailleurs c'est un des bandeaux qu'on a mis dans cette émission, c'est est-ce qu'on est sur un retournement de tendance parce que 2 ans de pandémie ont fait prendre conscience aux gens que le télétravail pouvait leur permettre d'aller travailler plus loin tout en ayant accès à un espace vert ou autre, ou à l'inverse de se dire
Paris restera sûr parce que cette capitale économique, en plus d'être une capitale politique, ne va pas voir la demande baisser intégralement et que du coup ça reste un investissement sûr. Alors je ne sais pas si vous pouvez nous donner un conseil d'investissement, mais globalement, est-ce que cette baisse va être amenée selon vous à s'accentuer ou de toute façon Paris restera un lieu d'échange d'offres et de demandes suffisantes pour maintenir un marché de l'immobilier? Sur le court moyen terme, je ne vois pas les choses s'inverser. On va rester sur cette nouvelle géographie immobilière post-pandémie avec des ménages qui vont aller chercher un peu plus loin pour gagner en pouvoir d'achat, et maximiser en fait le pouvoir d'achat, maximiser leur espace et être plus proche de la nature. Voilà. Ça, c'est le contexte général. On le voit d'ailleurs dans l'étude, au global, moins 0,5% donc sur le dernier mois à Paris. En revanche, tout autour, au-delà des Hauts-de-Seine, pour le coup, les prix continuent à progresser. Et c'est vraiment l'inverse. Habituellement, Paris donne le là pour la région Île-de-France, pour la petite couronne, la grande couronne, etc. Donc c'est-à-dire que quand Paris monte, l'ensemble du marché va monter. Là, on a vraiment des marchés qui sont différents, avec Paris qui baisse et la petite couronne et la grande couronne qui montent à leur tour. Parce qu'on a vraiment cet intérêt pour ces territoires-là qui a été renforcé après la pandémie. Après, sur le long terme, Paris ne manque pas d'arguments. Paris va rester une capitale économique qui va rester très forte, même si le télétravail permet d'aller un peu plus loin. Habiter dans le centre de Paris, c'est jouir d'une adresse qui permet d'accéder à énormément d'emplois, d'accéder à de la culture. C'est aussi un vecteur social qui est extrêmement fort. Et c'est aussi l'assurance finalement quand on est investisseur, de louer son logement, puisque ça va rester des marchés qui vont rester très attractifs en tant que capitale française évidemment et une des capitales européennes. Dernière question, on voit les taux, effectivement, vous l'avez mentionné, les taux de crédit immobilier qui repartent à la hausse. Alors ça reste modéré, mais ça repart à la hausse. Est-ce que ça peut avoir une incidence supplémentaire sur une baisse des prix à Paris, où justement, du coup, les prix ont déjà commencé à baisser? Oui, bien sûr. 0,1 point d'augmentation de taux, c'est 1% de pouvoir d'achat en moins pour les ménages. Donc oui, les taux, on empruntait à 1%, peut-être même moins de 1% sur 20 ans il y a encore quelques mois. On est aujourd'hui à 1,3, 1,4. Donc oui, ça augmente. C'est le résultat de toutes les tensions, je pense que vous allez en parler après, sur le marché obligataire. Bien sûr. Oui. Et donc la réponse des banques par rapport à ça, au-delà des taux, c'est aussi l'accès au crédit. Est-ce que l'accès au crédit, qui était quand même très facilité ces dernières années et qui permettait donc aux ménages de s'endetter et donc d'acheter de l'immobilier, est-ce que ça c'est aussi en passe un peu de se resserrer? On parle beaucoup des contraintes du HCSF, bien sûr, oui. Mais il y a aussi finalement toutes les politiques d'octroi des banques qui pourraient changer, venir freiner encore un petit peu dans le futur. Donc c'est tout ça qu'il faut regarder, qui pourrait effectivement avoir un impact sur le marché parisien. Merci beaucoup Thomas Lefebvre. Je rappelle que vous êtes directeur scientifique chez Meilleurs Agents. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine que nous allons consacrer aux marchés obligataires. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment fonctionnent ces marchés obligataires, puisque nombre d'investisseurs qui nous suivent et qui suivent notamment les marchés actions utilisent les taux de rendement obligataires comme des indicateurs de stress ou d'angoisse vis-à-vis des marchés actions, des drivers finalement pour leurs propres investissements. Mais comment fonctionnent ces marchés obligataires? C'est la question que nous allons poser aujourd'hui à Timothée Pubelier, spécialiste des marchés obligataires chez la Financière de la Cité. Bonjour Timothée Pubelier. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, si je vous parle d'inversion de la courbe des taux, si je vous parle de flambée obligataire et notamment sur le 10 ans US, j'imagine que c'est des termes que vous entendez toute la journée. Pour autant, on essaye de comprendre, on aimerait comprendre le mécanisme. C'est-à-dire qu'on voit par exemple des taux courts qui sont normalement plus élevés que... Non, plus bas que des taux longs, ça commence bien. Et là, on voit finalement que cette courbe s'inverse. On parle de flambée obligataire avec un taux US à 10 ans, donc qui est le taux auquel le gouvernement américain emprunte de l'argent, qui est à 2,8% actuellement. Et on constate, ou en tout cas, est-ce que c'est la cause ou la conséquence, vous allez nous l'expliquer, mais on comprend que c'est un facteur de stress vis-à-vis des investissements sur les marchés actions, ou en tout cas le résultat d'un stress, et notamment en lien avec la politique monétaire de la Fed. Comment est-ce qu'on peut faire le lien entre les deux, Timothée Pubelier, sachant qu'il y a un marché où on achète du capital dans une entreprise et un marché où on achète de la dette?
Qu'est-ce qui fait que les deux sont corrélés et que, en fonction de ce qui va se passer sur un des marchés, ça va avoir un impact sur un autre marché? Alors, tout d'abord, donc une obligation, c'est une dette qui va être émise par un État ou une entreprise avec un certain taux. Donc, quand on parle du taux 10 ans US, si ce taux-là monte, ça va faire baisser la valeur des obligations sous-jacentes. D'accord. Donc, on va commencer par ce qui est inversion de courbe et pourquoi les taux ont monté. D'abord, après la Covid, les gouvernements ont été obligés de faire une politique monétaire pour faire baisser les taux et soutenir l'économie pour pas qu'on ait une catastrophe trop importante. D'accord. Donc ça c'était les banques centrales, effectivement. La Réserve fédérale et la Banque centrale européenne notamment, qui ont mis les taux à des valeurs zéro le plus bas possible pour soutenir l'économie. Donc là, quand on parle de taux de banque centrale, on parle des taux les plus courts, auxquels les banques vont se refinancer sur la partie la plus courte de la courbe. Donc les taux auxquels les banques privées empruntent auprès des banques centrales. C'est ça, pour injecter dans l'économie après. Ou alors garder pour leur solidité financière aussi, c'est ce qui est un peu un problème de la stratégie. Parce que l'argent ne va pas forcément dans l'économie. Mais vous avez employé le terme, effectivement, quand on parle d'injection de liquidité, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on a une banque privée qui va emprunter auprès de la banque centrale à un taux très faible, et donc globalement, ça fait rentrer de l'argent dans l'économie. La question, c'est est-ce que ça s'arrête au niveau de la banque ou est-ce que ça s'intègre réellement dans l'économie? Mais ça n'est pas notre sujet aujourd'hui. Alors donc on est sur la partie la plus courte de la courbe où on avait mis à des taux planchers. Donc la courbe avait plutôt une pontification importante. Parce que les taux longs, eux, étaient restés plus hauts avec même du stress. Donc quand on a du stress dans le marché, on n'a pas envie de prêter sur trop longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de risques à ce niveau-là. Donc ensuite, maintenant, on a eu l'inflation. L'inflation qui est très très forte. Alors juste, je reviens sur les taux longs. On ne veut pas prêter sur des durées trop longues parce qu'on a peur qu'il y ait un événement majeur ou autre, ou en tout cas que le contexte change. Plus le temps est long, plus il y a de possibilités que le contexte change et que ça revienne mettre en cause la capacité de remboursement, c'est ça? C'est ça. Dans l'obligataire, il y a deux risques. Il y a le risque de défaut, où une entreprise sera dans la capacité de payer ses coupons ou de rendre le capital au prêteur, ou le risque de hausse de taux. Donc, si on prête sur 2 jours à une grosse entreprise du CAC 40, par exemple, le risque, elle ne paye pas, il est relativement faible. Oui. Alors que si on prête sur 30 ans, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Si l'entreprise existera toujours. C'est ça. Si on regarde les 20 plus grosses capitalisations boursières d'il y a 20 ans, il n'y en a plus une seule qui est dans le top 20, où c'était des sociétés de l'industrie de pétrole, etc., qui ont été remplacées par de la tech. Donc il est plus risqué de prêter sur le long terme à ce type d'acteurs. Le risque de hausse de taux aussi, sur 30 ans, il a plus le temps de se matérialiser que sur 1 ou 2 jours. D'accord. Donc là, il y a un mécanisme qui est important à ce niveau-là. Alors ça, c'était pour revenir sur les taux longs. Ensuite, nouveau facteur que vous ameniez, c'était l'inflation. L'inflation. Alors, on a une inflation très forte dans le monde entier, mais notamment aux États-Unis, au-dessus de 8%. Donc, qu'est-ce que la Banque centrale, la Réserve fédérale américaine peut faire pour combattre l'inflation? C'est monter ses taux. D'accord. Les fameux qu'elle avait baissés pour injecter des liquidités dans l'économie. Exactement. Donc ça, c'est son arme principale. Où si les taux sont à 0%, les entreprises et les particuliers vont emprunter massivement pour consommer. S'ils sont à 10%, par exemple, là c'est plus compliqué, on va arrêter d'investir, ça va ralentir l'économie, on va arrêter de consommer, ça va faire baisser l'inflation. Parce que, entre guillemets, on a plus les moyens de consommer, donc il y a plus de demandes, donc les prix peuvent monter plus rapidement, alors que si jamais on remonte les taux courts, globalement, ça crée un peu moins de demandes parce qu'un peu moins de moyens et de pouvoir d'achat. Ça clairement la demande, et si on les monte fort, ça peut même être un vrai coup de frein. On l'avait eu en 1994, quand le président de la Réserve fédérale, Alan Greenspan, à l'époque, avait monté les taux en surprenant le marché. Ça avait créé un krach obligataire phénoménal, où le 10 ans US était à 5% à l'époque. Et ils étaient passés au-dessus de 8% avec l'administration Clinton. C'est un équilibre très, très, très précaire et il faut faire attention. C'est une arme vraiment très puissante. D'accord. Et donc là, effectivement, la flambée des taux, notamment du 10 ans américain qui est à 2,8% actuellement au moment où on se parle, s'explique par le fait que la Réserve fédérale américaine monte ses taux plus rapidement que ce qu'auraient anticipé les investisseurs. C'est ça, ou quel que soit le timing attendu, de toute façon, il y aurait eu un petit moment de stress au moment de la remontée des taux Non, c'est vraiment ça. La Réserve fédérale a indiqué qu'elle allait remonter ses taux. Elle l'a déjà fait une première fois d'un quart de point. Maintenant, on parle même de double hausse de taux. Elle a plusieurs meetings dans l'année où elle peut monter ses taux. Normalement, c'est un quart de point. Là, on parle de double. Ils ont dit que théoriquement, ça pourrait être des triples. Donc, on dit que la Réserve fédérale est behind the curve. Ça veut dire qu'ils ont pris du retard pour combattre l'inflation. Et donc, maintenant, il va falloir qu'ils rattrapent leur retard. Et ça peut coûter cher, notamment en termes de croissance. C'est là où on fait le lien avec les actions. Si la Réserve fédérale monte ses taux trop haut, trop vite, ça va impacter la croissance. Ça va être compliqué pour les entreprises.
et donc baisser les actions. Et l'autre point où c'est pour les entreprises qui sont très fortement valorisées, les taux sont une partie très importante des valorisations, des multiples de valorisation. Donc si on monte les taux, c'est très mauvais pour les multiples de valorisation des entreprises. Et donc celles qui sont déjà au taquet à ce niveau-là, elles vont avoir l'air encore plus chères avec des taux plus hauts. Et forcément. D'accord, et donc c'est potentiellement créer une sorte de survalorisation ou de bulle, ou en tout cas les investisseurs pourraient dire je n'y vais plus du fait que ça devient trop cher. D'accord. Juste taux, alors il y a différents taux. Là, on a parlé effectivement des taux directeurs finalement de la Fed qui prêtent ensuite à des banques privées. Quand on parle de taux obligataires aux États-Unis, ça n'est pas les mêmes taux. Quand on voit le taux à 10 ans flamber à 2,8%, ou quand on parle d'inversion de la courbe des taux, là, c'est les taux auxquels un État, en l'occurrence l'État américain, emprunte de l'argent, donc vis-à-vis d'institutionnels ou même de particuliers, pour ensuite financer son activité. Comment expliquer que ce soit un taux d'emprunt étatique qui soit finalement le driver du niveau de stress des investisseurs? Alors déjà, oui, il y a une différence entre ces deux taux, parce qu'on n'est pas sur le même timing. Donc en gros, le taux 10 ans, il intègre dans son prix, et vu qu'on est sur 10 ans, il intègre dans son prix les prochaines hausses de taux qui vont arriver cette année sur les taux directeurs. D'accord, parce qu'il va y avoir une incidence dessus. D'accord. C'est ça. Donc là, par exemple, dans le 10 ans US, à 2,8%, il y a un peu plus de 9 hausses de taux qui sont dans le prix déjà. Donc si la Réserve fédérale fait moins de 9 hausses de taux en 2022, par exemple, ça fera baisser le 10 ans US. Parce que 9, c'est acquis, c'est déjà dedans. D'accord. Okay. Alors même qu'elles n'ont pas encore eu lieu, elles sont déjà intégrées parce qu'on sait que là, on parle sur un horizon 10 ans et on sait que dans la prochaine année, il y a déjà 9 hausses de taux à arriver. D'accord. Exactement. Et donc le 10 ans US, c'est le point de base de n'importe quel prêt pour les entreprises. Pour un prêt d'une entreprise sur le marché obligataire, on va regarder, si c'est un prêt à 10 ans, on va regarder le 10 ans US et on va rajouter une partie pour le risque de crédit, notamment de l'entreprise. Donc si le 10 ans US monte, ça fait monter le coût de l'emprunt net de toutes les entreprises américaines. Donc le coût de leur dette va être plus important, ça va être plus compliqué d'investir dans des nouveaux projets. C'est la base de leur développement et de leur financement. Et alors pourquoi est-ce qu'on assiste actuellement à une inversion de la courbe des taux ? Pourquoi est-ce qu'on voit que les taux courts sont plus élevés que les taux longs ? Justement parce qu'il y a ces hausses de taux à court terme qui viennent gonfler les premières échéances. Oui, c'est ça ? En fait, l'impact le plus important sur la courbe obligataire en ce moment, c'est qu'est-ce que va faire la Fed sur ses taux directeurs. Les taux directeurs, d'ailleurs, c'est-à-dire que dans un autre contexte, il pourrait y avoir d'autres impacts, mais là, on se concentre essentiellement sur celui de la Fed. C'est ça. D'accord. C'est ça. Okay. Et du coup, elle agit sur les taux les plus bas, les plus courts de la courbe. Donc aujourd'hui, les taux les plus longs vont pas vraiment être impactés. Et les taux courts vont monter. Donc là, on a un aplatissement qui se fait et qui peut aller trop loin et aller jusqu'à inverser la courbe. Donc ça, historiquement, ça a été un très bon indicateur de récession, notamment sur la courbe 2 ans contre 10 ans, où le 2 ans va coûter plus cher à une entreprise que du 10 ans. Si on réfléchit sur un prêt immobilier, ça n'a pas de sens. Mais ça peut être un facteur de stress. Ça devient plus risqué d'acheter, enfin plus risqué je ne sais pas, mais en tout cas ça coûte plus cher d'emprunter sur une courte période que sur une longue période. C'est ça. D'accord. Oui, parce que si on regarde par exemple le taux US à 30 ans, finalement qu'il y ait une hausse de taux, enfin une ou plusieurs hausses de taux de la Fed aujourd'hui, ça n'a pas d'incidence sur les 30, ou en tout cas on a du mal à visualiser quelle sera l'incidence. Et même une hausse de taux trop forte des taux courts, ça va aller ralentir l'économie, ralentir l'inflation, et du coup au niveau des taux longs, ça peut aussi les calmer. D'accord. Parce que si l'inflation monte, la croissance monte, il peut y avoir une boucle saine où la croissance monte, les taux longs montent et l'inflation monte, et tout ça en même temps et ensemble, et ça peut être un cercle vertueux. Alors que si on monte les taux courts, là ça peut venir calmer tout ça et justement ancrer les taux longs ou même les faire baisser. Pour rappel, vous nous l'avez dit au début, quand on voit un taux US, donc un taux, alors on peut regarder l'OAT à 10 ans en France aussi, qui est aux alentours de 1,3, 1,4 je crois actuellement. Si jamais on voit ces taux progresser, ça ne veut pas dire qu'en tant qu'investisseur, acheter une obligation est une obligation d'État et la bonne chose à faire. Non, alors déjà, là, vous mettez le doigt sur un point très important où souvent je vois les gens qui ont du mal à comprendre pourquoi quand les taux montent, la valeur d'une obligation baisse. Parce que le raisonnement, il se dit, moi j'ai acheté une obligation, les taux montent, donc je vais recevoir plus, bien sûr, un rendement plus élevé. Oui, c'est ça. Alors qu'en fait, quand on achète une obligation à 10 ans, tous les termes du contrat, dont le taux, sont fixes. Donc si on achète une obligation à 10 ans qui va nous rapporter 1% ou 1,40 pour l'OAT française,
Un an plus tard, si les taux sont passés de 1,40 à 5%, nous, on sera bloqué avec notre obligation qui rapportera 1,40. Alors qu'un autre investisseur pourra acheter l'obligation qui rapporte 5%. Et donc, la valeur de mon actif devra baisser parce que le prix, ce sera la variable d'ajustement pour qu'on soit toutes choses égales par ailleurs. D'accord, mais ça veut dire que là, concrètement, c'est quand même plus intéressant d'acheter du 1,40 aujourd'hui que du 1% il y a 2 mois, par exemple. C'est ça, donc il faut, en fait, c'est un pari sur l'avenir. Est-ce que les taux vont être plus bas demain ou plus haut Mais d'accord, donc en fait, il faut systématiquement prendre en compte le contexte économique, si je comprends bien, parce que la valeur de mon obligation va dépendre finalement du contexte économique et donc de ces fameux taux qui eux-mêmes dépendent des taux des banques centrales. En fait, il y a une autre caractéristique assez importante sur les obligations qu'on a tendance à oublier un peu parce qu'on souvent compare à un prêt immobilier. Bien sûr, oui. Une grosse différence, c'est que les obligations, elles font l'objet d'une cotation en bourse. Donc une fois qu'on l'a acheté, ou la première fois qu'elle est émise, sur ce qu'on appelle le marché primaire, après on va aller sur le marché secondaire, où chaque seconde, il y a une cotation en temps réel. On peut revendre son obligation. On peut revendre son obligation. Si on achète une obligation sur 30 ans, chaque seconde, il y aura un prix différent. Donc le métier d'un gérant obligataire, par exemple, c'est d'acheter et de revendre la dette sur les marchés financiers. C'est pas forcément d'acheter à 10 ans et on la garde 10 ans. C'est on achète à 10 ans. Après, si la solidité financière de l'entreprise s'est améliorée ou si les taux ont baissé, ça veut dire que la valeur de l'obligation va monter. On peut la vendre, faire une plus-value en capital et la réinvestir sur une autre obligation qui elle-même peut-être a déjà 5 ans d'existence. Donc c'est vraiment un marché, c'est comme les actions, sauf qu'on échange de la dette au lieu d'échanger des titres de propriété. Pour bien comprendre, aujourd'hui sur l'OAT 10 ans, l'OAT 10 ans en France, nous sommes à 1,30, 1,40. Si demain ce même taux passe à 1%, la valeur de l'obligation que j'aurais achetée aujourd'hui monter et donc je vais pouvoir la revendre plus cher sur le marché secondaire puisqu'elle apporte quand même ce rendement est un rendement plus élevé que celui qu'on aura dans 2 mois, mettons par exemple. Enfin qu'on pourrait, c'est complètement hypothétique. Mais c'est ça, moi si j'ai cette obligation qui me rapporte 1,40 tous les ans, pour le même prix, quelqu'un, si le taux est passé à 1%, pourrait payer le même prix, mais lui avoir juste 1%. Donc si moi je veux échanger nos obligations, forcément je vais avoir besoin d'avoir une compensation financière pour annuler le différentiel. Alors, on n'aura pas le temps d'en parler, on n'en a pas du tout parlé, mais on va peut-être juste dire un petit mot. On a parlé d'obligations d'État, et c'est exactement le même mécanisme pour les obligations d'entreprise. On peut les acheter, les revendre, pareil, sur des marchés financiers, et on est sur exactement le même mécanisme. C'est ça. Ce qui est assez intéressant pour un particulier qui voudrait acheter des obligations, c'est qu'il a l'occasion unique de remplacer son banquier. Il peut octroyer des prêts à des entreprises. Ça va pas leur plaire, mais... Il peut octroyer des prêts à des entreprises, choisir ses dossiers, ou à des États, comme on l'a dit. D'accord. Mais donc, je peux choisir demain une entreprise que j'aime bien, lui prêter de l'argent. Donc, si j'achète une obligation à 100 €, en fait, je lui fais un prêt de 100 €. Je reçois les intérêts, c'est ça, qu'on appelle les coupons. Et à la fin de la durée du contrat, si c'est sur 5 ans par exemple, je récupère ma mise. Donc, c'est un moyen pratique d'avoir des cash flows stables et sécurisés. Parce que, à part s'il y a un risque de défaut, qui arrive assez rarement, surtout pour les entreprises de haute qualité, je vais avoir mes cash flows, je sais à combien ils seront, et à la fin de la durée du contrat, je récupère ma mise de départ. Et alors, très rapidement, il vaut mieux du coup faire que du court terme que du long terme, ou ça dépend vraiment de sa stratégie ? Ça dépend de la courbe des taux, de la pente. Aujourd'hui, on a une pente très plate, donc forcément le court terme est plus intéressant, on va être bloqué moins longtemps, on a moins de risques. Mais par contre, si la courbe est vraiment avec une pontification importante, on va avoir un rendement beaucoup plus important sur du long terme que sur du court terme. Donc la réponse change en fonction de la forme de la courbe. Merci beaucoup Timothée Pubelier. Je rappelle que vous êtes spécialiste des marchés obligataires au sein de la financière de la Cité. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.